Émission 947. Cette semaine, Algofa, de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir en entrevue le scénariste et dessinateur de bande dessinée Al Gofa. Al Gofa, c'est une personne dont je suis l'œuvre de loin depuis longtemps. C'est un auteur avec un style dynamique à la croisée de Mike Mignola, Daniel Warren Johnson et Akira Toriyama. D'ailleurs, on retrouve énormément d'influences de Dragon Ball dans ses BD, et il est l'auteur de dizaines de BD, de zines et d'albums collaboratifs Dead Fight Forever chez Image Comics, Sombre Bagarreur chez Pawpaw, Orc Gym, un comic auto-édité, et ses collectifs Cry Punch Comics sur la tapoche, sur les combats, et Dagger Dagger qui contient énormément d'histoires médiévales fantastiques. J'aime énormément ce qu'il fait et je vous encourage énormément à vous procurer de ses albums. D'ailleurs, une image vaut 1000 mots. Allez suivre Al Gofa sur son Instagram pour voir de quoi il en est. Al Gofa, ça s'écrit A-L, espace, G-O-F-A. Voilà. Sinon, voici une entrevue avec Al Gofa, en espérant que vous allez apprécier. Allez faire un tour sur notre Patreon si vous avez la chance, et on se revoit avec toute l'équipe la semaine prochaine. Bye bye. On est avec Al Gofa. Salut Al Gofa. Salut, ça va? Oui, et c'est la première fois qu'on se parle dans la vraie vie. On se l'est confirmé juste avant l'émission. Je peux pas croire, par contre, que c'est la première fois. Tu fais partie de la scène québécoise de BD depuis un moment, puis tout est fait dans ton œuvre pour que les mystérieux étonnants trippent sur ce que tu fais. Puis nous autres également, je pense, l'homme de l'équipe. Fait que je suis bien content que tu sois là à l'émission. Merci, c'est gentil de m'avoir. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me demande toujours comment aborder le travail d'un artiste, surtout comme on est dans un médium qui est principalement audio là, pour les mystérieux étonnants. C'est dans le cadre d'un podcast. Puis on parle de trucs visuels, on parle souvent de BD puis de films, donc c'est un petit peu difficile d'aborder la question. Puis on pourrait passer par tes influences, bien sûr, on pourrait passer par ton style visuel. Mais il y a un truc qui m'a allumé, puis tu m'as porté des belles goodies juste avant d'enregistrer. Ça se peut-tu que tu tripes autant sur les formats, puis le médium comme tel, autant que l'art comme de la BD? Je regarde tout ce que tu fais, tes collectifs, les trucs que tu as fait, le truc que tu as fait chez Pawpaw, les trucs que tu fais en sérigraphie aussi avec Orc Gym, ce genre de choses-là. Est-ce que tu tripes sur le médium autant que sur le dessin de la bande dessinée? Oui, tout à fait. L'objet est important pour moi. OK. Je pense qu'une des plus grosses influences que j'ai eues jeune, qui m'a marqué puis qui reste avec moi encore aujourd'hui, c'est un X-Men de John Romita Jr. que la couverture avait le logo X en... Comme en doré ou en embed, genre? Oui, exact. Ouais. Et, fait que j'ai toujours eu ce rapport-là avec le livre, là, juste le type de papier, le type d'impression, etc. Parce que justement, dans Orc Gym, là, j'imagine que c'est des singles pour l'instant. Peut-être qu'éventuellement, il y aura une collection. Mais en arrière, tu as une super de belle sérigraphie. En tout cas, je sais pas c'est quoi l'impression que tu as faite, mais il y a comme un de tes personnages qui est en orange relief. Je regarde Cry Punch, qui est une anthologie sur laquelle tu as travaillé avec d'autres créateurs. Fait beaucoup penser aux espèces d'hebdomadaires qu'on peut publier au Japon là, pour récolter différentes histoires qui sont courtes pour pouvoir éventuellement être adaptées en takobon. Puis il me semble qu'il y a vraiment de l'amour pour vraiment le support comme tel de la bande dessinée. T'as tout le temps été là? C'est comme vraiment l'affaire de John Romita qui t'a amené là? Est-ce que ça a tout le temps été là? J'imagine que oui, mais quand j'ai commencé à m'en rendre compte, ça a été au début de ma pratique en bande dessinée. J'ai commencé à faire de la BD il y a peut-être une dizaine d'années. Okay. Puis avant ça, j'étais aux Beaux-Arts à l'université. Fait que déjà là, il y avait déjà un rapport tactile, là, peinture, sculpture. C'est sûr que c'est vraiment un autre monde, là, la bande dessinée, mais c'est impossible pour moi de pas penser à cet aspect-là du médium. Là. Le vécu, c'est comme donc la BD numérique, c'est pas quelque chose qui... Non, ça me repousse complètement. Ah ouais, complet? Le PDF là, qu'il faut faire dans les Kickstarter, c'est souvent parce qu'on me le rappelle, là, j'y pense pas. Là. C'est le genre d'affaire qui est moins intéressante. Donc l'objet, il y a quelque chose, il y a comme un rapport par rapport à ça. Ouais. Tu parlais des Beaux-Arts, c'est quoi ton origin story? Qu'est-ce qui t'a amené vers la BD?
Dans le fond, c'est sûr, ce qui m'a toujours intéressé, c'était les bonhommes. Fait que j'ai toujours été... Quand j'étais jeune, je copiais Dragon Ball, puis je dessinais des Ninja Turtles. Tu vois, je suis pas surpris de Dragon Ball parce que tes influences. Mais c'est sûr qu'après, je viens de Drummondville, dans le fond, puis je suis allé au cégep de Drummondville, en arts plastiques. Fait que ça a été ma première introduction à un autre monde des arts, ce qui était intéressant, là. Puis j'ai sincèrement développé un intérêt pour la peinture et la sculpture, surtout. Après, je suis allé à Sheridan College, à Oakville, c'est proche de Toronto. Okay. Puis là, c'est ça, c'était un retour à mes sources. Là-bas, c'est une école d'animation et d'illustration. Mais le programme était contingenté, puis je pense que je comprenais juste pas ce qui était nécessaire pour entrer dans ces programmes-là. Fait que je suis rentré dans un programme qui s'appelait Art Fundamental. Puis là, on avait accès à des modèles vivants, 7 jours semaine. Fait que c'était beaucoup... 7 jours semaine? Oui, puis il y avait même 3 modèles vivants par soir, donc on parle de 21 modèles qui travaillent. Puis ça, c'est un programme de combien de temps, à peu près? Art Fundamental, c'est juste 1 an, 2 sessions, en fait 8 mois. Puis, mais intensif, là. Intensif, puis c'est que tu baignes dans un milieu de gens très motivés, qui dessinent tout très bien, puis fait que ça, c'était un peu un déclic pour moi, me rendre compte que j'avais peut-être un peu de travail à faire en tant que dessinateur, mais j'étais super inspiré, puis... ça m'a beaucoup aidé. Après, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai décidé de retourner vers les Beaux-Arts. Puis je suis allé à NSCAD University à Halifax. Puis là-bas, c'est ça, j'étais jeune, fait que j'ai eu une autre crise d'identité. Puis je me suis rendu compte, non, moi, ce que j'aime, c'est faire des bonhommes. Fait que je suis parti après 2 ans de peinture puis de sculpture. Puis je suis allé vivre à Québec. J'ai travaillé au Premier Issu. Puis après, shout-out au Premier Issu. Ouais, shout-out Premier Issu, meilleur magasin. Puis c'est ça. Après, j'ai rencontré ma copine qui est de Montréal. On a déménagé à Montréal, ça fait maintenant 12 ans. Là. Puis là, ça fait 10 ans à peu près que tu es dans que je fais de la BD. L'objectif, quand tu as fait ces écoles-là, est-ce que tu voulais être en art? Est-ce que tu voulais comme faire de l'animation? C'était quoi le but? Tu sais, ça changeait tout le temps. Je me cherchais beaucoup, là. C'était dur un peu. Sur la BD, j'en lisais tout le temps. J'ai jamais arrêté. Puis je faisais même des conventions sans trop savoir si... Des fois, je vendais des zines sans trop savoir si c'était de la BD, ce que je faisais. Je faisais aussi des courts-métrages, mais rien de très sérieux. Puis mon premier travail en tant qu'artiste sérieux, c'était une BD. C'était Chevalier Bataille, que j'ai fait avec le programme Jeunes volontaires. OK, ouais. Puis Vincent Genre était mon mentor. J'étais à l'atelier de la bande dessinée. Puis là, c'est comme ça a vraiment cliqué. Puis j'ai jamais changé d'intérêt après. C'est drôle parce que tu parles de tes débuts, puis tu parles, ça fait à peu près il y a 10 ans de ça, puis la scène de la BD au Québec existe depuis très 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 longtemps, mais ce que moi j'appelle la nouvelle vague a maintenant à peu près 15 ans, ça commence un peu avec la naissance du FBDM, puis j'ai l'impression que tu fais partie de ces poulains-là qui ont émergé d'une nouvelle mouvance de la BD, que les gens se sont rendus compte, on peut faire de quoi qui est keb, puis qui peut être aussi d'inspiration japonaise, aussi d'inspiration américaine. Ça serait quoi tes inspirations pour les gens à la maison qui, visuellement, là, pour les situer? Moi, j'ai quelques pistes dans ma tête, mais pour les gens à la maison... c'est dur de nommer juste quelques-uns parce que presque tout m'inspire. Là. Je regarde ton mur en arrière de toi, puis tout ça m'inspire. Là. Fait que je suis un fan aussi, là, avant tout. Là. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse pas. Il y a beaucoup de love dans ce que tu fais. Là. Ouais, merci, ça fait plaisir à entendre. Ouais, je pense que c'est un peu une lettre d'amour. Là. J'essaie de m'amuser sans trop me prendre au sérieux. Là. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai un peu mes 3 artistes qui reviennent tout le temps, là, puis que c'est quand j'ai des questions formelles que je me demande comment régler cette page-là, c'est ces livres-là que je regarde. Le premier, c'est Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball, Dr. Slump. Et après, il y a Alex Toth, qui est selon moi le GOAT du dessin en général. Et après, il y a Franquin. Franquin, c'est drôle parce que j'en lisais pas des Spirou quand j'étais jeune, mais c'est Vincent Genre qui m'a un peu ouvert à Franquin, puis ça a été une réalisation. Puis j'étais pas... ça a pris du temps avant que ça s'intègre dans mon travail, mais éventuellement, je le sens, là, c'est là. Puis c'est drôle parce que je regardais un peu ton visuel, puis clairement, l'auteur de Dragon Ball est dans ce que tu fais. Mais visuellement parlant, tu as l'énergie d'un Daniel Warren Johnson, qui est arrivé plus tard dans la scène, donc je pense pas que ça a été une de tes inspirations, mais si vous voulez comparer au niveau de l'intensité de tes pages, surtout de tes combats, moi je vois quelque chose qui peut me faire rappeler Do a Powerbomb, quelque chose du genre. Puis dans certaines approches minimalistes dans tes cases, ça me fait penser à du Frank Mignola. Tu sais, quand Mignola commençait à expérimenter avec l'approche un peu plus minimaliste,
C'est à peu près là où est-ce que tu es, toi, est-ce que tu serais d'accord avec ça? Mike Mignola, c'est clairement un de mes préférés. Là, c'est pour me retenir de nommer tous mes artistes préférés que je l'ai pas nommé. Tu peux les dire au Mystérieux, on a en masse de temps. C'est ça, mais Mike Mignola, c'est vraiment... Lui en fait, plus jeune, quand j'ai commencé à lire du comics américain, plus sérieusement, j'avais 2 auteurs là, que je retournais... Non, 3 auteurs que je retournais tout le temps à. On parle de Mike Mignola, Paul Pope et Frank Miller. Paul Pope, oui, avec... voyons, c'est quoi son... Battle Boy. Il y a Battle Boy, ouais, c'est Battling Boy. Mais moi, en fait, c'était la première BD que j'ai lu, lui, c'était Batman Year 100. J'ai même le tatou. Je tripais vraiment en gros. Wow. Je suis allé au TCAF, je pense, en 2011. Puis il était là, je l'ai rencontré, je shakeais, puis tout. J'ai fait dessiner le métabaron dans mon cahier de croquis. Puis après, je suis allé à une entrevue qu'il y avait avec lui. Je suis allé le voir, j'ai montré mon tatou. J'étais vraiment un vrai fan, là. Un vrai de vrai fan. Ouais. C'est génial. Puis, mais c'est ça. Puis Mike Mignola, lui, c'est clairement... Il est un peu dans la même veine qu'Alex Toth. C'est sûr qu'il a comme encore plus défini son style. Il l'a comme codifié plus. Il est facile à reconnaître. Mais ouais, Mike Mignola, c'est un peu un idéal, là. C'est un mélange de... En fait, pour moi, c'est quasiment un mélange de Toriyama, puis de Todd, puis Franquet, quand j'y pense, là. Il y a un peu de tous les meilleurs mondes, là. Pour les gens à la maison, je vais nommer quelques-unes des séries sur lesquelles tu as travaillé, là, parce que je me suis rendu compte qu'il faut quand même que les gens mettent la main là-dessus. Puis d'ailleurs, moi, les plus récents albums que j'ai été capable de me procurer sont disponibles en réserve chez Planète BD ici à Montréal, mais il y a sûrement d'autres librairies là, qu'on pourrait mentionner là, qui ont tes œuvres. C'est shout-out à Laurent Boutin qui m'a dit que des trucs étaient rentrés. Et je vais sauter là-dessus. Je vais pas commencer par cela, ça c'est mon préféré. Cry Punch, l'anthologie dont on parlait, de ta poche, d'inspiration japonaise. Là-dedans, tu signes une histoire qui s'appelle The Bros. Une histoire de détective avec des animaux qui se passent sur Mars. Donc c'est comme Total Recall, rencontre Blade Runner, rencontre une histoire de détective sur Mars qui s'appelle Red Pill Dot, qui n'est pas le même titre d'ailleurs que sur ta campagne Kickstarter, j'ai remarqué. Ouais, au début, je pense que c'était quoi, Red Planet Blues? Je pense que je l'ai ici. Ouais, Red Planet Blues, ouais, c'est ça. Ouais. Puis on s'est fait contacter par un romancier qui disait que c'était déjà le titre de son livre. Fait que on voulait pas trop de problèmes avec ça. Origin, qui est le premier single est sorti, donc c'est des orques qui, eux, toute leur société est axée autour de l'entraînement puis de pousser de la fonte. Il y a Dagger que tu m'as amené, de la Dark Fantasy, puis une autre anthologie qui s'appelle Gamma Twinkles, qui est une anthologie de sci-fi. Ça n'existe pas, Gamma Twinkles. C'est pas ça qui est sur le truc ici? Ça l'a pas... Gamma Twinkles. Je sais pas à quelle information te... Je suis sur ton Kickstarter, man. En plein en ce moment. Peut-être que... il faudrait le mettre à jour, le Kickstarter. On n'a pas réussi à rejoindre le financement avec cette campagne. Oh shit, ok, désolé. Mais non, aucun problème. J'étais comme, oui, je peux me le procurer. Mais je suis dans une autre anthologie connue de Pierre Studio. C'est une collection, je pense qu'ils sont rendus à 6 numéros, ça s'appelle X-Mag. Il n'est pas dans ta liste ici. Ah, ça, c'est des projets sur lesquels tu as travaillé, que tu as lancé, OK. Mais tu de travailler en collectif comme ça, je veux dire, il y a la job d'un auteur, mais de réunir d'autres artistes, d'autres personnes, puis de coordonner tout ça, puis on s'entend, là, pour tes anthologies, c'est des gros volumes, c'est de la job, c'est quand même quelque chose que tu dois t'imposer. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as une certaine facilité? Ouais, c'est une bonne question. Gérer des artistes en partant, ça doit pas être facile. Ouais, c'est ça qui arrive, mais c'est super inspirant, par exemple. Ouais. Puis ça me donne aussi le sentiment d'appartenance à un groupe. Là. Mm-hmm. Ça me sort de mon isolation de ma pratique. Fait que c'est un peu nécessaire. Pendant un bout, j'avais arrêté. Puis là, je viens de recommencer. Là, je lance un magazine avec la maison d'édition Uncivilized Books. OK. Puis là, on veut faire 4 numéros par an de 100 pages. Fait que c'est moi qui édite tout. Fait que ultimement, je me relance dans ce travail-là. Redonnons le titre, s'il te plaît, de ton magazine. Le titre de magazine, c'est Dregs, avec un point d'exclamation. OK. Puis c'est axé sur quoi? C'est fantasy science-fiction. Ouais. Fantasy science-fiction, OK. Ouais. Puis tu vas être l'éditeur, tu vas-tu contribuer également? Oui, tout à fait. Okay. Je fais une histoire sur le soccer médiéval, ça s'appelle le Mob Ball. Est-ce que ça existe? Moi qui connais absolument rien au soccer, j'en ai aucune idée. Je pense pas que les historiens du soccer font une association directe au mob ball, mais il existe un sport non organisé qui a été banni à plusieurs reprises au Moyen-Âge, dans lequel les gens de plusieurs villages se battaient pour l'acquisition d'un ballon fait à partir d'intestins de cochon. Puis, of course. Ouais. Fait que là, on suit un capitaine stéroïdé qui, au Moyen-Âge, qui ne vit que pour ça. Puis on va voir les limites
de ce genre de vie. OK. Donc, l'édition, c'est quelque chose que t'aimes aussi. C'est pas un fardeau que tu t'imposes. Non, ben j'aime ça aussi. Là, ça me permet aussi d'avoir du contrôle sur justement l'aspect esthétique du livre. Ouais, puis, ouais. Encore une fois, on vient au médium autant que le contenu. Je parlais tantôt, justement, on a parlé de tes influences, tout ça. Tes histoires, pour moi, puis c'est un compliment, sont très familières, dans le sens que quand j'ai lu Red Pearl Dot, qui est une histoire de détective avec des animaux, je sais à peu près dans quel univers je me situe sans que rien d'autre dans cet univers-là, je l'ai lu auparavant parce que ça n'existait pas. Ça me fait penser à peu près à Les Aventuriers de l'espace ou la série japonaise, le cartoon Les Aventuriers de l'espace. Il y a quelque chose de très très familier dans tout ce que tu fais, que ce soit d'influence Dragon Ball, mais c'est pas Dragon Ball avec D Bros, ou même dans Sombre Bagarreur, qui était le titre que j'ai pas encore mentionné, qui pour moi c'est comme ton paroxysme. Là. Je lis puis j'ai un gros smile d'en face. C'est comme la version Dragon Ball de l'adulte que je suis qui peut se consommer ça sans aucun shame de pouvoir le lire. Fait qu'il y a tout ça quelque chose de familier, mais de nouveau à la fois. Est-ce que tu es conscient de cette espèce d'aspect-là dans ton œuvre? Ben merci beaucoup. Je pense que oui, je suis familier avec ça, avec cette idée-là. Ouais, c'est drôle d'essayer de parler de sa propre pratique, mais pas parce que ça se fait pas ou que ça m'intéresse pas, c'est juste... C'est spécial de l'entendre de quelqu'un d'autre? Ben non, ben j'aime mieux l'entendre de d'autres gens, c'est juste que je veux pas non plus déclarer « Ah, c'est ça que je fais », je veux pas imposer... Est-ce que tu vois d'abord genre le fil de pensée qui m'a amené là, mettons? Oui, je comprends. Ben, tu sais, moi, ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt. C'est un peu une lettre d'amour, là. Mais en même temps, moi, je m'amuse là, quand je fais ça. Fait que je me permets un peu ce que je veux. Fait que c'est sûr qu'il y a du nouveau. Mais ouais, il y a ce côté-là nerd, là, c'est quasiment comme si je faisais un Pinterest de toutes mes choses préférées. Du fanfiction de ce que t'aimes. Ouais. Exact. Il y a un peu ça, là, c'est sûr. Je me dis, ce film-là, ça manquait un peu de ça, fait que je vais le mettre. Puis je vais leur faire ma version. Là. Puis, comme exemple, Orc Gym, tu sais, je veux dire, c'est des orques, là, puis c'est une histoire de sport. Fait que c'est deux choses connues, mais t'as-tu déjà vu ça, un film sur pas à ma connaissance, mais quand on rentre dans l'univers, on comprend à peu de choses c'est quoi qui régit l'hierarchie de ce monde-là. Il y a de quoi, encore une fois, qui devient familier. Red Pearl Dot, c'est la même chose. On n'a jamais vu des animaux organisés sur une colonie sur Mars, mais on comprend un peu rapidement que c'est une méga corporation qui contrôle cet établissement-là, qu'il y a un système de caste, tout ça. Il y a tout le temps quelque chose qui est calqué sur quelque chose qu'on a déjà consommé, mais qui est nouveau et frais, ce qui fait que c'est en même temps familier et, je me répète, mais nouveau. C'est ça qui est nice. C'est ça qui est très nice, en fait, dans ce que tu fais. Sociofinancement, on a parlé un petit peu. Tu parlais tantôt du projet qui n'a pas été, malheureusement, je m'excuse, qui n'a pas été financé. Tu finances beaucoup de tes projets à travers cette affaire-là. Qu'est-ce que tu as appris au fil des années de travailler sur cette plateforme-là, puis la gestion du stock, la gestion des... Parce que ça, moi, j'en ai fait un Kickstarter dans le temps là, qui a rapporté de l'argent pour les mystérieux, puis ça a été un calvaire. Fait que toi, comment tu gères ça? Je gère ça mal, là, je dirais. Je t'ai vu hocher de la tête quand je parlais, puis je me dis, OK, lui aussi, il sait de quoi je parle. Ouais, c'est un calvaire, effectivement, ouais. Mais c'est sûr que j'ai gagné un peu d'expérience, mais moi, je pense que c'est plus un mal nécessaire qu'autre chose. Là. Le Kickstarter, peut-être que... Ben, tu sais, on est très chanceux d'avoir ça aujourd'hui, ouais. Mais si tu peux l'éviter, fais-le, évite-le. Parce que c'est plus de travail, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce qui serait le plus gros dans ce travail-là? Bon, oui. Non, j'allais juste dire parce que je pense que pour les gens, tu mets l'argent, tu payes, tu finances un projet, tu l'encourages, mais il y a tout l'aspect de la gestion des goodies et des c'est con à dire, mais des gens qui décèdent entre-temps, des changements d'adresse, du monde qui t'écrit pour des trucs, pour modifier leur commande, mais c'est pas possible, c'est après que le Kickstarter soit fini. Fait que c'est des choses qui compliquent énormément la donne. Ouais, ben le changement d'adresse, c'est clairement un problème. Fait que, ultimement, ce que tu veux faire, c'est que ton projet est fini avant le Kickstarter. Comme ça, le changement d'adresse, il y a moins de chances qu'il y en ait eu. L'autre chose, c'est vraiment niaiseux, mais tu as un temps limité une fois que tu as les informations de tout le monde pour envoyer tes colis aux bonnes adresses. Puis après, tu n'as plus accès aux adresses. Fait que faut que tu fasses une redemande. Ça a retardé souvent des projets. Mais ultimement, ce qui rend difficile, c'est plus les goodies, plus que tu en as. Ouais. Parce que là, non seulement, il faut que tu sois bien organisé, mais ça se fait là, avec un bon fichier Excel. Mais
c'est que souvent, ça vient de sources d'imprimeurs différents. Là. Ceux qui font les autocollants, c'est pas la même compagnie. Les macarons, les autocollants, exact. c'est pas le même que le livre. Non, c'est ça. Puis après, ben, t'as la poste, là. Des fois, ça te coûte vraiment plus cher que tu penses. Même si souvent, je faisais des paquets avec une idée du bon poids et la dimension avant là, de charger, mais c'est dur d'avoir un contrôle total sur ça. Faut quasiment plus charger des fois sur le... Ben, pas plus que le goodies comme tel, mais le colis va coûter énormément plus cher qu'on pense. Je me souviens qu'on envoyait des t-shirts à 30$ pour l'Indiegogo des Mystérieux. On chargeait quelque chose comme 11 et 10$ à peu près pour le paquet, pour l'envoi. Les gens nous écrivaient à savoir « Hey, tu peux juste comme venir le chercher. » Parce que non, on peut pas commencer, ça finira plus. Là. Puis la réalité, c'est que si je te charge pas cher sur l'envoi, la marge de profit qu'on fait sur le colis envoyé, elle va être de quelques dollars. C'est assez ridicule. Là. Ouais, ultimement, moi, j'ai pas fait d'argent encore vraiment avec tout ça. Là. Fait que tu vis pas nécessairement de ces projets-là. Non. C'est vraiment pour le labor of love. Ben, non, c'est plus parce que je suis pas organisé, là. Ultimement, j'avais des aspirations de faire un peu d'argent, là, OK. Ouais, mais bon, tu sais, c'est quelque chose à essayer. C'est de notre temps, c'est de notre époque. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui sont vraiment plus efficaces que moi, là, quand c'est le temps de faire des campagnes de financement. C'est juste que c'est une question de personnalité et d'intérêt, là. Ça m'intéresse vraiment pas. C'est très fastidieux. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, souvent, une maison d'édition, il y a plus que juste un employé, là. Puis il y a quelqu'un qui aime ça faire ça, là. Ou qui est engagé pour ça. Ouais, c'est ça. On parlait de faire d'argent. Est-ce que tu as l'intention, j'ai vu que tu avais fait des couvertures pour Image Comics, mais est-ce que tu as l'intention d'éventuellement de travailler pour les majors? Ouais, ben, c'est un peu le... Ben, pas le rêve, là, parce que, ultimement, juste faire mes choses à moi, c'est le rêve, mais c'est clairement un de mes objectifs de carrière, parce que ça apporterait une stabilité financière là, qui est évidente. C'est un autre marché qui est énorme. Mais c'est difficile de percer, surtout d'ici. Puis surtout sans compromis. C'est sûr, je collabore avec des écrivains des fois, puis j'ai présenté des projets en collaboration avec des écrivains. Mais à un moment donné, c'est que tu essaies de te mettre dans leur tête, de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, puis là, ça devient frustrant. Fait que maintenant, je suis plus dans un état où je fais ce que j'ai à faire, puis je leur présente mes projets en espérant que ça leur plaise. Mais ça a toujours été là, puis ça continue d'être là. Je suis en train de monter des projets à l'instant, là, puis on va voir. Là. Tu voudrais travailler pour Marvel, DC? Ou... Ben, Marvel, DC, je sais même pas si tu peux les contacter comme ça. Là, fait que c'est plus, on parle plus de Image, là. Puis une fois, mais tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais moi, je regarde tout le temps ça. Là. Les artistes chez Marvel puis DC, ben, ils ont eu un comic chez Image juste avant. Là. Ouais, moi, j'appelle ça le petit projet personnel indie. Indie, c'est le troisième, on s'entend, là, Image, mais le petit projet que je veux réaliser, dans lequel j'ai moins de compromis, mettons. Puis là, je travaille après pour le cash. Ouais. Puis encore une fois, c'est relatif pour Marvel et DC. Puis de temps en temps, tu reviens. C'est drôle, je pense que récemment, sur Instagram, il y a Image Comics qui s'est, entre guillemets, radiophonique ici, vanté que la plupart des auteurs qui travaillent sur l'Absolute Universe ont déjà travaillé chez Image. Fait qu'ils ont fait une sélection Absolute Universe DC, mais Image Comics. Et ça a boosté les ventes d'Image Comics dans ces séries-là. C'est Jonathan Hickman, entre autres, qui a travaillé, qui travaille pour Marvel, a fait East of West puis d'autres projets pour Image. Puis c'est drôle parce que un des trucs qui revient constamment, puis je me disais peut-être que finalement tu l'as trouvé la porte d'entrée parce que tu fais des couvertures. Ils disent toujours, c'est illogique, mais c'est logique en même temps. Il faut que tu sois publié pour être publié chez nous. 100%, c'est un peu... je pense que c'est de même partout. Là. C'est comme les prix dans les festivals. C'est souvent des gens qui en ont déjà eu qui reçoivent, là, je pense. C'est comme ça. Je veux dire, t'engages des gens... Ma job, je suis barista dans un café, puis c'est parce que ma blonde était barista dans le même café. Fait que son boss me connaissait, puis je suis rentré. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, puis je pense que la BD, il échappe pas. Là. Toutes les opportunités de publication ou de contrat que j'ai eu, c'était souvent quelqu'un que j'ai rencontré. Dans le Comic-Con, ce genre de choses? Ouais, puis surtout au Québec, le Festival à la BD, le TCAF à Toronto. Ouais, TCAF. Comme Andrew McLean de Headlopper, je l'ai rencontré au TCAF. Puis il a découvert Dark Angel of Darkness, qui est Sombre Bagarreur en anglais. Il a trippé, puis il m'a offert un variant cover pour Headlopper. Mais si je n'étais pas allé au festival, ça serait peut-être pas passé. T'sais. Ouais, je pense que c'est souvent comme ça dans n'importe quel milieu, que ce soit le cinéma, les jeux vidéo, la BD, c'est qui tu connais. Il y a une partie talent, il y a une partie chance. Puis il y a une partie juste, hey, je t'ai vu dans une telle place, t'as l'air fiable, je peux échanger avec toi. Fait que la porte est ouverte peut-être pour faire des séries chez Mitch?
Ben oui, il faut juste être patient, mais c'est ça le plan. Là. Ouais. Moi, dans le fond, Red Pill Dot, c'était une collaboration avec l'auteur Patrick Kinlan, qui, lui, est publié chez Image, puis a du succès en ce moment chez Image. C'est un bon moment pour lui, puis on monte d'autres projets ensemble. Fait que peut-être que je vais rentrer. Une fois que je vais être rentré, ça va être une autre discussion. Mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Puis il faut juste être patient. Mais ouais. J'avais 2 questions parce qu'il semble avoir 2 obsessions dans ton œuvre. Il y en a plusieurs, mais il y en a 2 principales. La première, c'est quoi l'obsession avec la musculation? Ça revient dans Org Gym. Ouais. C'est même dans Red Dot. Ouais. Excuse-moi, je l'ai comme ça à l'envers. Red Pill Dot, pardon. Ouais, pas trop. Ça revient dans pratiquement tout ce que tu as fait. Tout le temps, ouais. What the fuck? Ouais, ben ça, c'est drôle. J'ai plusieurs réponses à ça parce que j'ai eu plusieurs opinions là-dessus tout au long de ma vie. Mais ultimement, je pense que ça vient vraiment d'une place vraiment simple. C'est que quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball, puis ils sont musclés, puis j'ai appris à dessiner comme ça. Beaucoup de scènes d'entraînement dans Dragon Ball. Ouais, il y a ça aussi, mais ça, c'est un autre... Ouais, ça, OK. Il y a plusieurs choses à dire dans tout ça. Mais après, ben ça, c'est sûr, Arnold Schwarzenegger, Predator, Terminator, Commando, tout ça, ça a marqué mon esprit. Rambo aussi a marqué mon esprit. Tous ces gens-là, il y a de quoi de esthétiquement très fascinant. Peut-être j'aurais pu être dans une autre époque un juge en Californie qui donne des points à Arnold Schwarzenegger sur le stage. Là. Tu sais, il y a quelque chose de... Ouais, je trouve ça... Tu sais, je veux dire, je voudrais pas être gros comme lui, là, mais je trouve ça esthétiquement intéressant. Mais c'est pas que toi-même, tu pratiques la musculation? Ben moi, j'en fais un peu, mais tu sais, pas comme eux, là. Ouais, pas comme tes personnages. Non, c'est ça, pas du tout comme eux. Ça demande une passion et une dévotion complètement autre. Mais les dessiner, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est des formes qui sont très esthétiques, qui sont très graphiques. Tu peux beaucoup t'amuser avec. Puis, tu sais, en dessin, il y a tout cet aspect-là d'emboîtement. Tu sais, Jack Kirby, il est fort là-dessus. Tu sais, il va te donner un bras en angle. Puis le gant robotique qui va avoir des textures qui va emboîter sur le bicep. Puis, fait que plus que ton personnage, il est, disons, rempli de gadgets ou musclé, plus qu'il y a de l'emboîtement dans ton dessin, tu sais, que tu n'auras pas avec un personnage mince puis un T-shirt. T'as-tu la même approche que Jack Kirby, par contre, de commencer dans un coin d'une page puis d'y aller comme ça? Non, j'ai peut-être pas. Mais tu sais, lui, ça en a un autre influence, il a ses forces à lui. Là, puis, fait qu'il y a ça. Puis pour parler de l'aspect entraînement, ben ça, c'est un sujet qui m'intéresse quand même beaucoup, le sport, puis se dépasser. Fait que j'aime beaucoup ça, parler de ces sujets-là, là, de pourquoi quelqu'un se dévoue autant à une activité physique. Là. Je trouve ça super intéressant. Là. Moi, c'est arrivé, je fais pas de la musculation, mais c'est arrivé tard dans ma vie, le fait d'essayer de s'occuper de soi puis de faire un peu de bouger. Puis ça fait maintenant presque 10 ans. T'sais. Puis c'était tard dans ma vie. Moi, je suis dans quarantaine avancée. Là. Fait que je comprends l'idée d'essayer de se pousser. Puis c'est étonnamment... Et c'est étonnant pour le geek que je suis. Le très jeune geek que je suis aurait jamais compris qu'à un moment donné, j'aurais fréquenté des gyms. T'sais. Mais c'est vrai que ça devient addictif à la force d'y aller, d'essayer d'aller plus loin, puis t'as la dose aussi d'endorphine qui vient avec. Fait que le gym, ça, c'est une des obsessions, l'entraînement. Puis l'autre, c'est les fusions. Parce que dans Cry Punch, dans ton histoire, tu as des frères démons, il y en a 2 des 3 qui fusionnent ensemble. Puis dans Sombre Bagarreur, c'est un festival de la fusion. C'est le Coachella de la fusion. À un point, je me suis dit, Colin, que ça ferait un très bon jeu vidéo. Là. Je vois la mécanique un peu là, de combiner les caractéristiques, l'esthétique de chacun des personnages. Fait que ça, c'est clairement Dragon Ball. Ouais, tout à fait. C'est Dragon Ball, évidemment. Il n'y a pas à chercher loin pour ça. Ouais. Mais il y a aussi, je pense que j'en parle dans le livre un peu, ou peut-être dans mon entrevue avec Papa, je ne me rappelle plus. Mais quand j'étais jeune, je suis un gamer comme tous les nerds, là, mais quand j'étais jeune, j'étais pas très bon aux jeux vidéo. Je me rendais pas loin, là, comme premier tableau. Mais... une chose que je passais beaucoup d'heures dessus, c'était la création de personnages dans les jeux vidéo, les roleplay. Choisir ses cheveux, choisir sa constitution, choisir ça. Tout ça, tu sais. J'adorais ça, faire ça. Fait que il y a ça un peu... Puis c'était un problème au début quand j'ai commencé à écrire, c'est que je créais trop de personnages, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pouvais te parler... J'aurais le goût de faire... Puis maintenant, là, je l'ai perdu, ce mauvais réflexe-là, mais je te partais une histoire avec 25 personnages. Parce que j'avais 25 idées de personnages. T'sais. Mais la fusion, ça règle ton problème. Tu peux en mettre plusieurs. Ouais, c'est ça. Puis, ultimement, c'est plus une question de... C'est quasiment avoir une collection de figurines. Là. C'est juste de montrer plusieurs versions d'une idée. Fait que, ouais, il y a cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup de la création de personnages, point. T'sais.
j'aurais pratiquement pu être concept artist pour une compagnie de jeux vidéo, rendu là. Mais c'est juste, j'aime mieux me gâter puis faire ça dans un livre. Là. Dans Sombre Bagarreur, je me répète, mais moi, c'est ma chose préférée que tu as faite. Je me souviens de l'avoir lu, je pense, l'été que c'est sorti, puis je l'ai acheté à froid. C'est sûrement Laurent Boutin, encore une fois, qui m'a conseillé d'acheter ce livre-là. Puis j'étais comme, OK, clairement, ce gars-là, a lu Dragon Ball parce que je voyais les codes, mais c'est tellement... Il y a quelque chose d'excessivement satisfaisant en lisant cette BD-là. C'est high stakes, c'est comme tu sens l'énergie qui sort des pages. Est-ce que tu as des plans d'éventuellement faire une suite ou quelque chose qui se passe dans le même type d'univers? Ben, tu sais, je pense que... cette Sombre Bagarreur, c'est clairement la BD où j'étais le plus libre. OK. Ouais. Libre dans quel sens? Il n'y avait pas trop de restrictions des éditeurs? C'est que la vie, ça n'apporte pas de restrictions. Je m'apporte des restrictions, tu sais. Puis, comme exemple, ma première BD, c'était juste avant Sombre Bagarreur, c'était Chevalier Bataille. OK. Puis là, la restriction que j'ai vécue, c'était faire une BD. Je comprenais pas ce que je faisais. Fait que pour moi, c'était le chemin miracle que tu comprends ce qui se passe entre deux cases. Puis après, ben là, tu commences à avoir des ambitions en tant qu'écrivain. Puis là, tu as des idées. Tu veux dire des choses sur la vie. Ou ben non, j'aimerais ça plaire à cet éditeur-là. J'aimerais ça rentrer là. Puis peu importe. Fait qu'il y a plein de choses qui s'installent. Puis toutes mes BD, je les aime, là. Mais Sombre Bagarreur, c'est clairement celle où on aurait dit que je devais rien à personne. Puis je me gâtais au maximum. C'est un gros luxe parce que ça a été publié chez Papa. Ouais. Puis je dis pas que Papa met des restrictions, mais c'est quand même un éditeur. Donc habituellement, tu as des compromis à faire. Fait que là-dedans, c'est presque 100% toi. Ouais, ben tu sais, c'est un hasard, je pense que c'est une question... Je sais même pas si ça a rapport avec mon environnement, plus que ce moment-là dans ma vie, j'étais libre. Puis, mais en fait, l'éditeur original, c'est un éditeur suédois qui s'appelle Pierre Studio, qui se spécialise en livres très similaires à ça. Je te recommande de... C'était publié donc avant, quelque part? Ouais, un an ou deux avant Papa, en anglais, sous le titre Dark Angels of Darkness. Puis en fait, j'ai fait Chevalier Bataille, puis ils m'ont contacté. Eux, ils avaient trouvé Chevalier Bataille, je sais pas comment. Puis ils m'ont demandé si je voulais faire un livre. Puis je leur ai dit, je vais faire un livre sur la fusion. Ils m'ont dit, OK. Puis c'est à peu près ça le processus éditorial. Puis j'ai fait ça pendant un an. Puis ça s'est super bien passé. Puis après, c'est sorti chez Papa. Puis une suite, éventuellement, ou quelque chose dans le même c'est univers? ça. Ouais, finalement, pour répondre à ta question, peut-être pas une suite. Peut-être une suite, mais c'est sûr que me gâter autant, c'est ce que je recherche. Là. Fait que, tu sais, je fantasme souvent à retourner dans cet univers-là, puis de me donner autant là, avec ces thèmes-là similaires. Là. C'est drôle parce que depuis tantôt, c'est quelque chose qui revient souvent durant notre conversation, c'est l'idée de faire des choses pour toi. Puis, là, une question vraiment niaiseuse, là, mais pourquoi c'est ça que tu veux faire? C'est drôle. Peut-être que c'est juste une phase de ma vie en ce moment. Je pense souvent à ça ces temps-ci, mais dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de compromis, mais dans ma tête, là, je pense. Parce que j'ai 36 ans, puis ça fait presque 12 ans là, que je prends vraiment au sérieux faire de la bande dessinée. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Là, je commence à être en paix avec ça, mais je me suis longtemps acharné puis fait mal à l'idée que j'avais... Tu sais, moi, je voulais rentrer chez Image puis dessiner Batman après. Là, j'aspirais beaucoup à ça. Algofa de Batman serait malade. Ben, tu sais, je suis d'accord avec toi. mais c'est ça. Puis je pense que je me suis un peu torturé pour rien là, avec tout ça. Fait que là, je suis beaucoup dans un mindset faire des choses pour moi. Là, puis, C'est drôle parce que j'ai ramené ça à moi en tant que bon animateur radio. Mais je suis dans cette réflexion-là. Tu sais, moi, j'ai 45 ans dans quelques semaines. Puis le podcast existe depuis 20 ans. Puis j'avais des aspirations différentes quand je l'ai lancé quand j'étais très jeune. J'avais 26 ans. Puis sûrement, je l'ai percé. Puis j'ai fait des choses grâce au show. Puis je suis vraiment content des trucs que j'ai été capable de faire. Puis des liens que j'ai été capable de tisser. Puis aujourd'hui, je suis comme, je le fais juste parce que j'ai envie de pas avoir du fun. Puis pas me faire chier. Puis je le fais au travail des restrictions. Puis des comptes à rendre. Puis de prendre. Puis je dis pas qu'il faut pas collaborer avec les gens. Mais de prendre l'opinion de tout le monde. Tu sais, puis le mystérieux, c'est ça aussi. Là, je peux pas juste imposer ce que je veux faire, mais c'est l'idée que dans ce moment-là, j'ai quelque chose de libre. Puis si ça fonctionne grâce à moi. Puis si ça se plante grâce à moi. Puis quelque chose presque... Je pense que tu te rejoins peut-être là-dedans, ce que je viens de dire. C'est très libérateur dans un monde dans lequel on n'a pas de contrôle, d'avoir au moins cette affaire-là qui est proprement nous, avec tout ce qui est tout croche puis tout ce qui est droit dedans. Genre. Ouais. Cool. Ça va être un t-shirt. Toute la phrase que tu viens de dire, ça va être un fucking t-shirt. Tu m'as lancé sur une piste, je suis vraiment curieux, ça ressemblerait à quoi, un Batman de Algofa? J'ai aucune idée, juste nommé Batman. Si j'avais à choisir un Marvel ou un DC, j'irais sûrement pour Hulk.
Ah ouais, Hulk, ouais. qui est aussi un personnage que Mignola a travaillé dessus. C'est vrai, Au début de sa carrière, Ben oui, tout à fait. avant qu'il soit dans le style minimaliste. Ouais. T'as-tu un personnage... Hulk, est-ce que t'as... Tu sais, mettons, writer ou juste dessinateur? Ah, ben, tu sais... On est dans le monde imaginaire, là, on se pitch, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'avec Crèche, je pourrais me gâter plus, mais parce que je pourrais juste aller dans la direction que je veux. Mais tu sais, le but, ça serait d'en donner plein la vue, là. Hulk, là, tu veux qu'il s'arrache la peau puis qu'il devienne énorme 10 fois dans ton numéro, là. Que... Hulk qui fusionne avec d'autres Hulklins, ça serait malade, oui, ça. tout à fait. Ouais. Je te verrais bien aussi... Quoique le style est très particulier là, pour la série, puis je sais pas si c'est le genre d'affaires que t'aimes, mais il me semble que du Spawn, toi, Algopha selon Spawn, ça serait sick, man. Je serais ouvert, ça me ferait plaisir. Un Battle Royale de juste Spawn, pas de dialogue, juste de la tapoche avec ses plus grands ennemis, puis why not, rajoute de la fusion là-dedans. Ça me parle. Ça serait... Hey, pour les gens qui voudraient percer en édition, tu leur conseilles quoi? Percer dans le milieu de la BD, parce que toi, t'es encore dans ce processus-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je sais pas si je suis la personne à poser cette T'es question. Man, regarde la quantité d'affaires que t'as faites. Là. Juste ça, t'as 36 ans, t'es encore un bébé. C'est incroyable. Ouais. T'en as fait des affaires. Ouais, mais tu sais, l'affaire, c'est que percer dans l'édition, ça veut dire quoi? Ça? Percer dans le milieu de la BD. Percer quelqu'un qui voudrait avoir un parcours en bande dessinée, tu leur dis quoi? Est-ce qu'on passe par les cours plus classiques comme toi? Est-ce qu'on fait que des projets personnels? On essaie de se lier à des collectifs? Qu'est-ce que tu penses? Là? Si tu avais ton parcours à faire là, ou à refaire, là, l'ajuster, qu'est-ce que tu ferais? Ma réponse va être vraiment plate. Vas-y, man. Parce que vraiment, je pense qu'on peut pas faire autrement qu'être soi-même. Fait que, tu sais, mais moi, j'ai fait beaucoup de ça dans les dernières années, essayer de m'ouvrir à comment les autres pensent, puis essayer de faire comme eux, puis ça m'a fait collaborer. Puis je regrette rien, là, parce que ça fait partie de mon parcours, mais souvent, je me suis égaré, je trouve, plus que d'autres choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, exemple, les Kickstarter, pour moi, c'est un peu... je me suis éloigné de moi. Là. Je me suis éloigné de mes vraies ambitions puis de ce qui m'intéresse. Mais tu sais, en même temps, OK, ben, je vais être transparent. Vas-y. Je pense qu'une des choses pourquoi j'ai pas... une des raisons pourquoi j'ai pas envoyé tant de projets aux éditeurs, j'en ai envoyé peut-être... en 12 ans, 5 ou 6 projets. Autant en France qu'aux États-Unis. Puis des fois, j'avais des réponses, des fois, j'en avais pas. Mais à chaque fois, je le prenais extrêmement mal, puis personnel. Tu te tapais ça à la tête? Ben non, je leur tapais sa tête à eux dans ma tête. Là, il y avait l'ego était en jeu. Ah oui, c'est ça. Beaucoup de problèmes d'ego avec tout ça. Puis je pense que c'est normal, mais moi, ça m'a fait que ça m'a rendu un peu réactionnaire. Ça m'a mis sur ma défensive. Fait que l'autopublication, l'autofinancement, ça permet de se protéger. Fait que il y a plein de choses, il y a plein de raisons pourquoi on fait certaines choses. Puis des fois, c'est des bonnes, des fois, c'est des mauvaises. Des fois, c'est un mélange des deux. Puis à la fin, c'est sûr que c'est positif. Là. Il y a des BD, il y a des livres. Les gens les lisent, les gens les aiment. Puis je regrette rien de tout ça. Là. Mais je sais pas si je suis la personne pour recommander quoi faire. Non, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est comme si, puis corrige-moi si j'ai mal compris ce que tu as dit, mais les projets de Kickstarter, les collectifs, ce genre de choses-là, quelque part, c'est comme pour... Il y a une partie là-dedans, je sais pas que c'est tout, qui est là aussi pour prouver à l'industrie avec un grand L que tu peux le faire. C'est possible, ça? Puis je veux dire, quand tu pourchasses ça, la réalité, c'est que tu vas pas plus avancer. Puis en fait, c'est ça, il y a quelque chose que j'ai réalisé en vieillissant, c'est... T'as pas nécessairement le fruit de tes efforts. Ça t'appartient pas. Tu peux mettre les efforts que tu veux, le temps que tu veux. Les fruits, par contre, il n'y a aucune garantie. Puis c'est comme un peu, tu passais par la grosse production pour pouvoir t'assurer une place. Ouais, ben je pense qu'il y avait un peu ce rêve-là qu'éventuellement, ça m'assure une place. Puis cette place-là, c'est drôle parce qu'une fois que t'es dedans, je sais pas, je suis pas dedans, mais une fois que t'es dedans, il y a beaucoup de témoignages de gens sur Internet que... C'est pas si stable, c'est pas si stable que ça, puis il faut que tu te battes encore. Mais moi, je fais juste voir du monde qui ont sans arrêt des contrats, puis sans arrêt de la diffusion, puis je suis jaloux, tu sais. Fait que je me dis que cette place-là a quand même l'air mieux que pas pantoute. Ouais, je comprends. Mais bon, tu sais, ça revient au sujet tantôt, ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour les gens, moi, je pense que, tu sais... on a toutes nos choses à vivre. Mais c'est sûr qu'idéalement, tu sais, des fois, tu vois des jeunes qui sont super focus. Ils savent ce qu'ils veulent, puis ils le font, puis ils vont le chercher. Puis ils s'égarent moins à gauche et à droite. Puis ça, j'admire ça. Là. Ouais. Tu connais-tu la chaîne YouTube Matt, M-A-T-T-T? C'est un gars qui est spécialisé. C'est un Américain qui est spécialisé. Il fait en bande dessinée, graphic novels, mais il va autant parler
des artistes japonais, américains, franco-belges, espagnols. T'sais, il voit ça comme un tout. Là. C'est pas comme t'as les comics puis t'as la vraie BD. Là. Pour lui, c'est tout la même affaire. Puis c'est fou à quel point... Il fait comme des deep dives sur des auteurs connus, des auteurs moins connus. Et c'est fou à quel point, même les gens qu'on pense qui étaient comme Mobius, par exemple, à quel point ça a bifurqué souvent avant que ça pogne. T'sais. Puis plein d'autres personnes que ça a plus ou moins bien fonctionné. Jusqu'à un moment donné, pour une raison X, ça a collé. Mais le fait que ça a collé, ça n'a peut-être pas collé quand ils voulaient, de la manière qu'ils voulaient, mais c'est parce qu'ils ont continué. T'sais. Ouais. Fait que, je sais pas, j'essaie de faire mon vieux sage, là, mais peut-être que c'est ça qui s'en vient pour toi. En tout cas, je serais pas surpris là, que ça s'en vienne pour toi. Ben, si j'ai deux conseils à donner, c'est que justement, continue de faire ce que t'aimes. Ça, c'est le premier. C'est essentiel, c'est le minimum. Oui, là. Ouais, tout à fait. Puis le deuxième, c'est que ça sert pas à grand-chose. Ben non, ça peut servir un peu de se comparer, mais pas trop. Parce que justement, tu le sais pas vraiment. Tu n'as pas accès aux coulisses. Là, Fait que toi, tu fais juste te comparer à la pointe de l'iceberg. Là. Ouais, puis il y a des choses que tu sais pas. Il y a peut-être plein d'autres dans l'affaire exact. Qu'on sait pas. Y a-tu un truc que tu voudrais qu'on adresse, qu'on mentionne avant qu'on se laisse, ou quelque chose que tu voudrais que les gens à la maison sachent sur toi? Une invitation à acheter tes affaires, à te suivre, qu'importe. L'important, c'est que t'en ressors avec l'impression que tu as adressé tout ce qu'il fallait que tu dises dans ta job, dans ta carrière. Je pense pas que je vais pouvoir un jour avoir cette satisfaction-là. mais je pourrais adresser deux choses. Au mois d'avril, cette année, il y a peu longtemps, est sorti le numéro 3 de Dead Fight Forever, qui est écrit par Andrew McLean dans l'univers de Alexis Zirit et Andrew, que j'ai dessiné. C'est ma première BD chez Image. Alors, je pensais que tu avais signé juste les couvertures. Désolé, félicitations. Non, j'ai signé la couverture et l'intérieur du numéro 3. Okay. Ouais. Puis, fait que ça, c'est une petite victoire dans ma carrière. C'est une grande victoire, bravo, c'est cool. Merci, fait que je vous invite à aller le chercher en magasin. Et l'autre chose, c'est le magazine Dregs, dont j'ai parlé brièvement tantôt. Comment tu écris ça, juste pour être sûr de retomber dessus? DREGS, point d'exclamation. Il n'y a rien sur Internet encore. OK. Je vais réserver le nom de domaine. C'est mieux de le faire avant. Ouais, je vais aller faire ça à l'instant. Ouais. Merci. La campagne de financement va être cet automne pour le numéro 1 et 2. Mais après ça, il n'y aura plus de campagne de financement. Puis on va faire au moins 8 numéros. Okay. Mais le but, c'est de faire ça jusqu'à notre mort. 4 numéros par an. Puis dans le fond, le but, c'est de mettre de l'avant des artistes connus et des artistes moins connus. Déjà, dans le numéro 1, on a des gros noms. On a Mathias Bergara puis Paul Pope. Wow, justement, ça revient avec la personne. Tu disais tantôt, là, hey, tu vas travailler avec quelqu'un que tu as admiré. C'est quand même pas mal cool. Là. Oui. Même la BD américaine, c'est un petit monde. Tous ces artistes-là, on chatte sur Instagram. Là, puis oui, ça fait chaud au cœur. Là. Puis le numéro 2, on a déjà Ronald Wemberley aussi dedans. Puis il y a plein d'autres artistes moins connus. Puis dans le fond, il va y avoir des histoires courtes qui sont des one-shots, puis des histoires qui sont en continu entre chaque numéro. Génial. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Je vous juste regarder sur le site de Uncivilized Books ou ma page Instagram Algofa. On va vous donner une nouvelle cet été. Puis peux-tu nous donner une idée au niveau du page count pour chacun des numéros? Ça va ressembler à quoi à peu près? 100 pages par numéro. 100 pages par numéro. Ouais. Parfait. Puis, dernière question avant qu'on se laisse, Algofa, ton projet de rêve, demain, tu as les clés du paradis, tu peux faire ce que tu veux, Marvel, DC, ton propre projet, qu'est-ce que tu fais? Suite à Dragon Ball, qu'importe, sky is the fucking limit, man. Pas besoin d'être Marvel ou DC, là. Ça peut être n'importe quoi. I guess j'aurais fait un remake de Dark Angel of Darkness. Pour vrai? Ouais. OK. Remake? Ouais. Remake, vraiment? Ouais, tu sais, juste ça, mais 4 fois plus épais. OK. 800 pages. Un Absolute Edition, genre, revisité. Au lieu de 20 fusions, 80 fusions. Asti, puis on les voit toutes, pas juste de la lueur là, à l'horizon. On veut vraiment les voir fusionner, puis des fiches de personnages, puis tout ça. OK, hey, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Y a-tu un site internet où les gens peuvent aller suivre l'ensemble de tes trucs? Instagram, il est quand même assez l'Instagram, complet. c'est la chose avec le plus d'actualité. T'as un Linktree qui est dessus aussi, fait que vous allez pouvoir aller voir les campagnes, les livres, les stores, ce genre de choses-là. Exact. D'ailleurs, super belle commission que t'offres sur ton Big Cartel à 80, 120 là, pour The Dragon Ball. Super belle, je pensais, en tout cas.
Non, Ben, commence pas à acheter des... C'est assez de BD chez Site, là, ça fait que ça va être correct. Merci à Gofa, puis bon festival. J'imagine que tu vas être au Festival de BD Montréal. Ouais, je vais avoir au moins, en tout cas, tous les derniers livres les plus récents, puis quelques vieux livres. Là. Fait qu'il y a une dizaine d'articles. Si vous y allez, dites-leur que les Mystérieux Étonnants vous ont envoyé. Comme ça, on va prendre un petit 10%. On se voit la semaine prochaine. Tout le monde, faites attention à vous autres. Allez faire un tour sur notre Patreon. Aussi, pour les gens qui sont abonnés à Noël chez Isidore, le spin-off qui est fait par notre ami Simon et Étienne Forêt. Le plus récent épisode a été retiré de Spotify parce qu'il y a une toune qui a pourtant été dans d'autres épisodes qui a allumé un flag quelque part. Donc, l'épisode est disponible sur iTunes. Il est disponible partout, sauf sur Spotify. Il est même disponible sur notre site internet. Le dernier est disponible. Le dernier épisode de Noël chez Isidore est disponible. Il est juste pas sur Spotify. Tant pis pour eux autres. Mais je voulais vous le dire. Puis, il y a un dernier épisode là, qui est sorti la semaine passée, puis il y en a un autre cette semaine qui va sortir à propos de notre cycle pour les abonnés Patreon sur David Bowie au cinéma. On vient de passer à travers de Prestige où il joue Tesla. Et il y en a d'autres goodies qui s'en viennent là, pour les prochaines semaines. Merci de donner au Patreon. On se revoit la semaine prochaine. Faites attention aux autres. Bye bye.